Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 464 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le 7e numéro de notre top 100 joueurs NBA 2025, top 100 participatif avec plein de monde de médias différents. Aujourd'hui, Rafa de Basket Info avec nous. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petits likes ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour notre 7e numéro du Top 100, notre Top 100 participatif joueur NBA 2025 avec aujourd'hui un invité que vous connaissez très bien puisque c'est quelqu'un qui se demande comment il va faire pour retourner en finale de conférence maintenant qu'il n'a plus Luka Garza. C'est Rafa. Comment ça va, Rafa ? Salut Guillaume, ça va très bien. Je m'attendais pas à ce que Luka Garza arrive au bout de 30 secondes de podcast, mais oui, ça va très bien. Ah bah, 2 ans que tu l'as et 2 ans que vous alliez en finale de conf, donc ouais, c'est bon, causalité, corrélation peut-être. Hein. Ouais. Non, bon à part ça va Rafa ? Ça va impeccable, ça va très bien. La saison s'approche petit à petit. Donc... Le froid revient, donc ça sent la NBA, c'est un peu ça. Ouais, exactement. Ça se sentira peut-être dans ma voix, le léger rhume aussi, mais bon. Oh, je crois qu'on a enregistré ensemble avec moi qui était dans un état pire, hein, avec crois la voix de Barry White. J'avais la voix de Barry White il y a pas longtemps. Mais non, mais oui, c'est le froid qui revient, les feuilles qui commencent à tomber, du orange partout. Moi, tu vois, c'est ma Madeleine de Proust. Alors, enfin, j'avais 15 ans quand j'ai découvert la NBA, donc je suis pas si petit que ça, mais tu vois, c'est ma Madeleine de Proust l'automne pour la NBA, quoi. C'est la Toussaint, c'est l'automne, ça y est, ça va recommencer. La NBA, c'est le moment où les news, c'est tel joueur est dans la forme de sa vie, il a jamais aussi bien bossé. Et puis il y a le marronnier qui commence à arriver, j'aime bien cette tradition qui s'installe. Zion Williamson n'a jamais été aussi fort, il a décidé de se prendre au sérieux. Et on sait qu'il va se blesser dans 20 matchs. Et voilà, il y a une sorte de petite tradition de l'automne arrivant. Il faudrait qu'on se fasse un peu un jour un classement des meilleurs marronniers comme ça. Parce que pendant un temps, il y a eu aussi, tu sais, OG, a newbie va être MIP cette année. Vrai. Il y en avait des comme ça assez réguliers aussi. Hein. Évidemment, j'arrive pas à en penser, mais Ben Simmons, c'est le jump shot. Et il y a une époque, je sais pas si tu te souviens, enfin, t'es quand même de ma génération, on va dire, tu te souviens, Drummond qui bossait le poste bas. Ça te parle aussi, ça ? Oui, tous les ans. Il y a aussi le truc des pivots qui n'ont jamais shooté de leur vie et qui tirent à 3 points tout seul dans les gymnase. Et on se dit, waouh, il a ajouté une arme à son arsenal. Mais ça, Ben Simmons, la vidéo de workout est vraiment un marronnier classique. Et je pense que les gens se rendent pas compte aussi à quel point parfois les joueurs NBA sont extrêmement forts et que même le role-player basique qui ne fait rien, qui ne dribble jamais sur un terrain NBA, en fait, tu le mets dans une salle, à l'entraînement ou même face à un niveau de compétition inférieur, en fait le mec c'est un go-to-guy créateur, quoi. Tu vois, moi ça me fait penser, c'est la vidéo de, comment il s'appelle, le mec des Knicks, enfin l'ancien des Knicks, Jericho Sims, qui vraiment sur un terrain c'est cata, hein. Il y avait une vidéo qui était sortie il y a 1 an de son workout et le mec, t'as l'impression c'est LeBron James, quoi, en termes de dribble, de step back, ou de trucs comme ça. Et en fait les gens sont toujours étonnés en mode ah bon, mais il sait faire ça. Oui, il sait le faire, mais il sait pas le faire au niveau NBA, quoi. Ouais, mais c'est clair. Alors quand même, on commence le podcast par Luka Garza et Jericho Sims. Ouais, c'est vrai. Dans le genre niche, Recentrons. Alors Rafa de Basket Info, Rafa de T-Wolves FR, hein, d'où la blague, hein, sur les Wolves d'ailleurs. Mais voilà, ça me fait plaisir de rappeler à chaque fois que tu viens, double finaliste de conférence, hein, vu tout ce que tu as subi pendant plus de 15 ans. D'ailleurs, il me semble que il y a quelques semaines, la vente a été officialisée, c'est ça, non ? Oui, donc, est-ce que le décompte a commencé pour le maillot de Kevin Garnett ? Ouais, je pense que ça devrait arriver. Et puis là, déjà, on sent, ils ont annoncé le retour du maillot un peu mythique, noir, avec les sapins. Ah oui. Avec une communication sur les réseaux sociaux avec des images de Latel Sprewell d'aujourd'hui, hein, pas de l'époque. Ouais. Avec le maillot, donc on sent une volonté de pas si c'est revenir aux sources, mais... J'ai même vu, ils ont posté une vidéo du coup de PJ Carlesimo aussi, mais non, quand même pas. Non mais c'est marrant, c'est très cyclique la mode, parce que j'ai vu aussi que les Sixers pourraient faire revenir le maillot de 2001, tu sais, début 2000, noir avec l'étoile filante et tout. Alors qu'en fait, il y a 10 ans, on dit ouais, non mais c'est nul ce style, il faut revenir à du très très classique, très lettres capitales et couleurs très sobres. Et en fait, maintenant, le cycle va dans l'autre sens, quoi. Ouais, dans 10 ans, je pense retour des maillots avec manches. Oui.
Mais alors attends, ça veut dire que la mode des années 80, maintenant ça va être la mode des années 2030, bref, on se perd, mais... Bon, Rafa, que vous connaissez sur le Basket Lab. Donc le top 100, je rappelle le format, on a une playlist de 100 noms qu'on a fait ensemble sur Twitch avec les auditeurs, et à partir de cette playlist, à chaque fois on prend 5 nouveaux noms, plus ou moins au hasard, on les traite, on les rajoute au classement, donc on a déjà fait 6 numéros, on a un top 30, on va prendre 5 nouveaux noms aujourd'hui, et à la fin de cet épisode, on aura un top 35, et petit à petit pour arriver jusqu'au top 100, évidemment. Rafa, par rapport au top 100, justement, avant de passer à la QI du jour, le top 30 qu'on a déjà, quelles sont un peu tes revendications ou tes remarques par rapport au classement actuel? Bon, alors c'est des revendications un peu improvisées, mais bon, c'est mon cœur de fan des Wolves là qui saigne, mais Jaden McDaniels en dessous de Najee Marshall, ça me choque quand même un peu. Et Ouais. même de Dante DiVincenzo, que j'aime bien, hein, mais... Donc le duel intra-Wolves, toi tu le réglerais autrement, quoi. C'est... Ouais. Ouais. Bah après, il y a un côté où DiVincenzo, pendant une période de la saison, a été titulaire poste 1, 30 minutes, mais en fait, il s'est blessé, ça a duré 15-20 matchs, quoi. Début janvier. Puis il a fait une saison où il était pas super adroit, quand même. Bon, mais... Ouais, je suis surpris de voir Najee Marshall si haut, parce que là, il est 23e sur 30 pour l'instant. Je suis presque surpris de le voir là, pour le coup, même s'il fait une saison correcte. Alors attends, ce que je te propose ici, déjà on peut reclasser. On met Lou Dort, puis McDaniels, puis DiVincenzo. Je t'avoue que ça me va, parce qu'en plus, tu vois, DiVincenzo, il est cette année à 26-27 minutes par match, pas plus, alors que McDaniels, c'est vrai gros titulaire, quoi. Mais ok, donc on reclasse comme ça. Et ce groupe-là, le faire passer... Moi, je t'avoue que ce qui me titille un peu, c'est est-ce que je préfère pas, est-ce qu'il n'y a pas plus de valeur dans les faits chez des Lou Dort, McDaniels, notamment, en termes de impact général, hein, attaque plus défense, par rapport notamment à un Kobe White ou un Embard, parce que les deux... Enfin, alors Kobe White, c'est de la création dans une équipe un peu nulle, et la défense un peu nulle, et la création est sympa, mais pas plus que ça. Et Embard, alors les playoffs étaient très cool, mais largement grosse efficacité en régulière notamment, pas trop respecté à 3 points, donc j'avoue que bon, ok, il y a de la création chez Embard, mais je me dis, Lou Dort, 40% à 3 points, défense d'élite, je serais presque prêt à le faire passer devant, quoi, en fait. Ouais, mais je suis assez d'accord. Je pense que ça peut se discuter. En fait, ils apportent des choses tellement différentes que je trouve que c'est toujours là la difficulté. Ouais. C'est quand t'as des profils, là, deux profils très défensifs contre deux profils, enfin, un profil, en tout cas, avec Kobe White, beaucoup plus offensif. Je pense que, ouais, c'est presque une question de philosophie, quoi. Qu'est-ce que tu récompenses? Mais le fait que tous les Dort et McDaniels en plus et les playoffs où ils sont allés loin, où ils ont beaucoup joué, pour eux, il faudrait dire que ça me choquerait pas qu'ils passent devant Kobe White. Ok, bah faisons ça. Est-ce qu'on fait remonter aussi DiVincenzo ou on le laisse un peu plus bas? Non, moi ça me choque pas qu'ils soient un peu plus bas. Ouais, je suis d'accord. Donc faisons ça comme ça. En plus, tu vois, ils sont pas loin de Josh Hart aussi, qui a un profil défensif différent, mais ça me va qu'il n'y ait pas trop de distance entre ceux-là. Non, le nouveaux ajouts du classement, notamment Butler, qu'on a mis finalement à la 10e place dans le groupe un peu Kate Cunningham, James Harden, puis Franz Wagner, puis Butler, puis Banchero. Est-ce que tu as des choses à dire là-dessus ou pas trop d'avis tranché, dis-moi. Moi j'aurais peut-être mis un chouïa plus bas, ça me choque pas non plus énormément. J'aurais peut-être mis un chouïa plus bas. Alors j'avoue, j'ai pas écouté l'épisode qui n'est pas sorti, donc c'est normal. Ah bah voilà, donc c'est normal. Mais je m'interroge aussi un peu dans ce groupe-là sur Wagner devant Banchero. C'était aussi par rapport à sa mauvaise saison hein, de Banchero, il revient blessé, etc. Donc, ouais, mais Wagner fait quand même une saison catastrophique au tir. Oh, t'es méchant quand même. Au final, il est quand même plus efficace que Banchero hein, au global. Au 3 points. Non, au général, je veux dire. Au général, quand lui il tentait un tir, alors en plus sa volume équivalent, il a aussi un gros volume tout aussi gros que Banchero et au final il est quand même plus efficace. Donc, mais oui, le 3 points est pas là.
Ok. Non, mais Butler, je comprends que le côté, on pourrait presque le descendre encore parce qu'en fait, quand on décortiquait sa saison, c'est des matchs à Miami où il est pas mal, mais il essaye pas tant que ça, et le volume a jamais été aussi petit. Et en un sens, c'est bien parce qu'il peut se fondre dans l'effectif des Warriors, mais ça veut dire que de facto, si t'as peu le ballon et peu de responsabilité, t'apportes aussi moins de valeur qu'à l'époque où t'en avais. Il a jamais eu 30%, mais 27-28 quoi, 2% de usage. Donc ok, bon je note. Très bien. Et parmi le best of the rest alors, on a des joueurs qui n'ont pas intégré la pré-liste au final, mais que potentiellement on pourrait intégrer, discuter et intégrer à ce classement. Je peux te dire, il y a des gens qui ont déjà parlé de Jordan Poole, de notamment Malik Beasley aussi a été mentionné, Malik Monk a été aussi mentionné, peut-être KCP. Est-ce qu'il y a des noms que tu veux plus un dans cette liste ou d'autres noms que tu veux rajouter à des ajouts? Ouais, moi c'est le nom de Malik Beasley effectivement qui m'a sauté aux yeux en premier, parce que quand même il a son apport est évident quoi. Enfin c'est une saison quasi pas loin d'être historique à 3 points, donc ouais, ça me surprend un peu qu'il soit pas dans le top 100. Malik Monk, j'aurais pu me laisser convaincre aussi. Les autres est-ce qu'un RJ Barrett ça t'intéresse? Est-ce qu'un Chris Paul? ouais, je est-ce pense qu'un Westbrook? non, Westbrook non. Peut-être Barrett ou Okongwu aussi qui fait vraiment un Okongwu est pas mal, fin ouais. de saison. Ouais, je suis d'accord. Ça peut se discuter Okongwu. Le truc, c'est que la défense est quand même pas folle chez Okongwu. Et chez un poste de pivot, c'est la valeur est décuplée en positif ou en négatif, quoi. Et j'avoue que moi, il y a pas mal de séquences de protection de panier ou de défense off ball. Tu te dis, mince, ça passe pas, quoi. Et bon, c'est pas que lui, hein. Mais c'est vrai que la défense des Hawks, c'est quand même catastrophique. Par rapport à Barrett, il y a toujours le même souci d'efficacité, en fait, hein. C'est-à-dire énorme volume, mais moins 5% relatif à la moyenne. Ça fait quand même pas mal de valeurs qui fuient un peu. Alors bon, c'est de la création, mais tu vois, comparer ça notamment à un Kobe White, qui à mon avis, Kobe White va être un peu en fin de classement. Kobe White, il est, ok, création aussi, création dans une équipe nulle, mais au moins c'est efficace, quoi. Et c'est assez cool. Barrett, c'est un peu la limite, quoi. Mais ok, je note. Non, moi, parce qu'un Chris Paul aussi à son âge, mais c'est vrai que Chris Paul est quand même un peu vieux. Il fait une pas mal saison, mais pour ses standards. Mais je sais pas à quel point est-ce qu'on n'a pas un truc de non, mais Chris Paul, non, c'est fini. Parce qu'on a l'image d'avant et donc on dit non mais par rapport à avant c'est nul, donc ok on le met de côté, alors qu'en vrai c'est pas si mal que ça son année, quoi. Tu vois, c'est redevenu efficace, le volume est toujours un peu ridicule, mais je sais pas, j'en sais rien. Ouais, non mais c'est vrai, ça pourrait se discuter Chris Paul, mais je pense quand même que en termes de volume, en termes d'apport, c'est derrière Beasley ou Monk, quoi, s'il faut en remonter. Ouais. Ok, bon, je note Monk et Beasley, alors tu plus 1 ceux-là. Très bien. Et donc, la QA du jour que je n'ai pas encore annoncé, je peux l'annoncer. Aujourd'hui, tu as eu droit à du Tyler Herro, du Luka Doncic, du Toumani Camara, du Ja Morant et du Jabari Smith Jr., et non pas le papa. Question traditionnelle, avant qu'on en discute un par un et qu'on les inclue dans ce classement, comment est-ce que tu les classes, ces 5-là, entre eux? Alors, contrairement à d'habitude, j'ai pas eu trop de mal. Enfin, j'ai eu une hésitation, mais sinon, ça m'apparaissait assez clairement. Donc, c'était Doncic en 1, Herro en 2, Morant en 3. Mais en hésitation, c'était sur Smith et Camara. Et j'ai opté pour Toumani Camara en 4 et Smith en 5, mais sans être complètement sûr de moi. Ok, moi j'étais un peu l'inverse avant d'en discuter ensemble, plutôt d'abord Smith et ensuite Camara, notamment pour l'attaque, mais de l'autre côté tu me diras oui mais la défense, et en effet, en effet. Ok, attaquons, tiens, on peut commencer par Tyler Herro si tu veux bien, je te fais le topo. Tyler Herro, 35 minutes par match cette saison, 77 matchs à Miami, 24 points, 5 passes et demi par match, 28% d'usage, un volume d'utilisation assez énorme, et plus 5% d'efficacité relative à la moyenne. C'est ce qui est un peu nouveau chez lui. Bon, pour te lancer, on est vraiment sur une saison, non pas de l'explosion, mais vraiment un step-up assez conséquent en termes de niveau de jeu chez lui. Ouais, tout à fait. Qui s'explique par un truc qu'on voyait plus trop. C'était plutôt il y a 5-10 ans qu'on voyait ce genre de changement statistique, qui est le sacrifice de la mi-distance. Ouais. Enfin, c'est pas juste de ma part de dire sacrifice, parce que il continue à en tenter beaucoup, mais disons qu'il a baissé quand même son niveau, notamment de tir à mi-distance,
pas les flotteurs, mais vraiment longue distance, hein, mi-distance un peu longue, pour aller plus au cerf, pour prendre un peu plus de 3 points. Et ça se voit vraiment dans l'efficacité qui a fait une hausse vraiment spectaculaire. En plus, la saison d'avant, si je me trompe pas, il était embêté par des blessures. Là, il était plus en forme, il avait plus de responsabilités aussi. Je pense que le fait que Butler Wood a aidé à ce qu'il ait plus de responsabilités. Ouais, donc c'est vraiment une très bonne saison. Il a été All-Star, si je dis pas de bêtises. Je crois, oui. Semble. Je suis pas branché All-Star, mais il me semble. Ouais, il me semble qu'il est All-Star, et c'est vrai que c'était assez logique. Et donc ouais, c'est vraiment une très belle saison avec moins ce côté dans lequel on l'enfermait un peu à juste titre, hein, qui était celui de presque de 6e homme, quoi. C'est-à-dire de scoreur qui est très intéressant, mais pas tout à fait assez efficace. Et là, il y a eu un saut d'efficacité avec un gros volume à 3 points aussi qui fait que ouais, c'est vraiment une très très belle saison, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu particulier parce qu'il y a un aspect où c'est un truc qu'on aurait pu voir genre en 2016 ou 2018, c'est-à-dire le mec qui remodèle son jeu en devenant presque entre guillemets analytics. Mais pour le coup, c'est un truc où aujourd'hui tout le monde est un peu à la page, mais justement, alors pas tout le monde. Mais il y a ce côté où en fait, tu vois, tu prends un peu l'an dernier, il est bon dans quasiment déjà toutes les zones du terrain. J'exagère un peu. Mais finalement, c'est juste que pourquoi son efficacité générale a été boostée, parce que c'est pas le fait de mettre plus ses tirs, largement plus ses tirs dans cette zone ou dans cette zone, c'est plus un aspect de ah ouais, en fait, juste je remodèle mon jeu et je remodèle la rentabilité de tel ou tel tir. Et comme tu dis, il divise par 2 son nombre de longs tirs à 2 points, il va plus au panier, il prend un peu plus de 3 points. Voilà, en fait, il y a un côté où il y avait un espèce de plafond de verre parce que son régime de tir était assez compliqué. Et juste en changeant ça, déjà, tu as un boost d'efficacité. Donc ça, c'est un peu notable. Plus aussi le côté, il est quand même un peu meilleur dans certaines zones, tu vois, notamment aux 3 points. Bon, aux 3 points, non, il est à 38%, mais je veux dire, au niveau des longs tirs à 2 points, il est passé d'autour des 40, à peu près toujours en 40% au niveau des longs tirs à 2 points, ce qui est c'est bien, voilà, c'est bien, c'est moyen bien, on va dire. En carrière, c'est monté à 46 cette année, donc c'est un peu mieux, mais surtout 54% sur les flotteurs. Donc ça, c'est excellentissime efficacité au niveau des flotteurs. Et même au panier, c'est quand même redevenu un peu mieux. Et bon, si on fait un peu le global là-dessus, il est devenu bien meilleur en drive, notamment. Donc il y a ce truc de finalement aller un peu plus insister pour le panier. Et même s'il va pas réussir tous ses drives, le simple fait d'aller chercher un tir au panier, c'est un tir qui a une rentabilité en soi, rentabilité attendue, pardon, qui est plus haute que si juste tu te contentes de prendre des tirs un peu lointains, nuls, quoi. Donc c'est vraiment la révélation, non pas tant que ça par le niveau de jeu, mais juste par une espèce de réorganisation de son profil de tir, ce qui, comme dit, hein, ce qu'on voyait surtout mi-année 2010, quand il y avait un peu l'évolution du jeu, on se rendait compte un peu de ce truc-là, quoi. Ouais, exactement, et ça se voit dans les stats de lancer, enfin, il obtient plus de lancer qu'avant. Ah ouais. Donc bon, c'est toujours un assez bon signe, ça, dans les joueurs dont l'usage monte, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'être un peu plus malins dans le contact, de récupérer plus de coups de sifflet. Ce qui est marrant, c'est que son usage a augmenté, mais pas tant que ça non plus. Il passe de 27,4 à 28,3, donc c'est vraiment juste une augmentation d'efficacité, et c'est ça le pas qu'on attend de certains joueurs à une époque de leur carrière. Et là, c'est quand même sa 6e saison, donc c'est presque tard pour que ça arrive, mais voilà, tant mieux. Et en plus, alors ces playoffs ont été un peu moins bons, et bon, dans une série de toute façon ils ont été vraiment dominés, mais l'efficacité est restée très correcte en playoffs, donc c'est aussi un signe plutôt positif. Oui, tu vois, même par rapport à l'usage, c'est vrai que le chiffre en soi est pas si différent que ça, mais déjà, il joue un peu plus, mais en plus, il joue plus contre des bancs. Notamment, il est plus en sortie de banc contre des secondes unités. Il fait ça aussi dans un rôle beaucoup plus majeur. Donc, tu vois, pour moi, tu prends un peu l'usage de l'an passé. C'est un usage qui est particulier et qui est sur 1400 minutes. En fait, faire la même chose, le même usage, le même volume d'utilisation, mais sur 2700 minutes cette année, et en plus dans un rôle et un statut de titulaire face à des défenses un peu meilleures, a priori, si tu joues le titulaire d'en face, je veux dire, bah, c'est aussi quand même un peu mieux, quoi. Et en fait, on a vraiment ce côté, bon, c'est sa meilleure saison offensive de loin. Après, tu dis 6e saison, c'est tard. En même temps, il a été drafté tellement tôt
Il a que 25 ans, quoi. Donc, il va commencer un peu à rentrer dans son prime. Mais du coup, j'en profite, je te pose la question. Est-ce que vraiment on est rentré dans une catégorie de ah bah tiens, c'est voilà un peu les standards habituels, on va dire des All-Stars, pas go-to guy, mais tu vois un créateur majeur, qualitatif, etc. Ou est-ce que c'est aussi le contexte qui a fait un peu l'opportunité. Enfin, la vraie question c'est ok, il y a un step-up, mais est-ce que on a désormais un héros qui a une création offensive, scoring et playmaking suffisamment grande pour que tu te dises ok, lui il peut me driver une offense assez haut pour que mon équipe soit très compétitive. Écoute, je suis pas certain. J'ai un petit doute là-dessus. Alors, il y a plein d'indicateurs positifs. Il y a le fait, donc on a dit, hein, le changement de répartition des tirs. Il y a aussi le fait que quand on regarde ses stats de shoot, il a beaucoup plus de shoot créé et pas assisté au cercle. Ouais. Ça, c'est toujours un signe un peu de star offensive. Ensuite, moi, j'aime bien le playmaking, mais je trouve pas que ça soit non plus un playmaker d'élite, quoi. En tant que, enfin, tu vois, pour avoir un système un tout petit peu héliocentrique, bon, pas à la Doncic non plus, mais ça me paraît encore un peu juste en termes de playmaking. Je trouve que c'est un joueur qui est intéressant parce que il a cette capacité à jouer on-ball, off-ball, ouais, et qu'il est plus intéressant comme ça, un peu à la Devin Booker en un sens. C'est déjà un très très bon joueur, quoi. Alors c'est peut-être pas le top 10 NBA, c'est pas, je suis pas sûr que tu puisses complètement organiser une équipe autour de lui, aussi parce qu'il y a des problèmes défensifs. Ouais, moi je dirais que c'est une excellente deuxième option pour une très bonne équipe. Ouais, et qui a un peu ce côté où c'est le manque à Miami qui a un peu créé cet énorme volume, mais peut-être que ça se transposerait pas dans tous les contextes de t'es un peu la première ou une énorme aussi deuxième option d'équipe dans plein d'équipes très compétitives en fait. Ouais, c'est ça, parce que c'est quand même une saison de Miami qui a vraiment pas été terrible. Alors on voit, bon, les Satonov, faut faire gaffe, mais on voit aussi que c'est lui qui a porté l'attaque, hein, et c'est à plus 8-1 de différence quand il est sur le terrain, contrairement à quand il n'est pas là. C'est vrai que défensivement, et ça a été le cas dans toute sa carrière, ça reste problématique un peu. Oui, mais alors tu vois, tu parles des on-off, justement, c'est intéressant. Plus 8 sur le on-off, le différentiel avec Essan, le différentiel est énorme parce qu'il y a pas grand-chose à côté. Ouais. Par contre, si tu regardes le on-court plutôt que le on-off, donc à quel point, non pas le différentiel, mais à quel point l'équipe, les perfs de héros comparés à d'autres aussi quand lui est sur le terrain, en fait, l'attaque fonctionne à 116 d'offensive rating quand lui est sur le terrain. Ce qui est moyen bien, quoi. Mais je veux dire, c'est peut-être pas un côté moteur d'équipe génial, mais après voilà, il est peut-être pas non plus voué à être ça, quoi. Je pense qu'il y a un aspect où déjà si on a un mec qui est largement de ce niveau-là offensivement, tu peux le mettre à côté d'autres stars. D'ailleurs, c'est aussi l'intérêt de son profil, c'est que là il a forcé un peu au niveau de la création et il peut, le passing est intéressant, le scoring on ball est intéressant, mais la force c'est que tu pourrais presque l'imaginer à côté d'une autre méga star parce qu'il y a ce côté on et off ball. Après, il reste, comme tu dis aussi, la question de la défense, quoi. À quel point est-ce que ce compromis, on l'accepte? Mais en même temps, plus il va être fort en attaque, plus le compromis, on va finir par l'accepter. Ouais, c'est ça. Effectivement. Et puis, il a le mérite d'être assez grand. Donc, il doit être à 6'6". Donc, je sais jamais combien ça fait en mètres. Mais des petits bras, par contre. Donc, ouais, oui, exactement. Il a des petits bras, il a un centre de gravité un peu haut. Mais il va être un peu moins attaqué, même s'il va être attaqué, notamment en play-off, et il l'est, mais que des joueurs qui seraient à 6'1", 6'2", des petits meneurs, on voit que leur taille fait que tout simplement ils sont en permanence attaqués. Alors lui, il est pas bon défensivement, mais il a au moins la taille pour lui. Il y a le côté ciblage, mais encore une fois, heureusement, il y a un peu le système complet de Miami défensivement. Mais tu vois, pour parler un peu plus globalement du Heat, je pense que ça a été un peu le bénéficiaire de cette saison entre Butler qui finalement voulait pas jouer, on connaît un peu cette histoire, et même de l'autre côté, tu vois, même un mec comme Duncan Robinson a un peu perdu sa place dans la rotation. Au final, il y a vraiment toute l'attaque qui s'est tournée autour de héros, quoi, qui a compensé aussi la mauvaise saison de Jaime Jaquez, qu'on espérait un peu plus. À la fin, Davion Mitchell est un peu arrivé, mais bon, il est surtout là pour la défense, hein, porter un peu la balle, mais surtout pour la défense. Et en fait, je vais pas dire c'est le seul rayon de soleil de Miami, hein, parce qu'il y a quand même Bam qui est toujours par là à son niveau habituel, on va dire.
Mais ouais, ça a quand même été une top surprise. Et j'ai hâte parce que tu vois, je suis pas convaincu encore comme toi pour dire oui, en fait, première option ou deuxième option d'une méga team facilement. Cela dit, je pense qu'on est potentiellement. J'ai hâte de voir 2026 parce qu'on pourrait être un peu en transition, changer un peu de statut. Parce qu'avant, pour moi, c'était un mec qui était très cool, mais genre 27-28 minutes chez une bonne équipe, mais en sortie de banc, tu vois. Et là, s'il confirme un peu ce tel degré d'efficacité, la création on-ball, moi, j'arrive déjà un peu plus à l'imaginer titulaire, non pas d'un hockey ici 2025, mais titulaire et créateur secondaire ou tertiaire d'une très grosse équipe, quoi. Donc peut-être que si ça se confirme l'an prochain et par la suite, on a peut-être ce changement de statut qui s'est opéré cette année, en fait. Ouais, effectivement. Et pour compléter sur le contexte, c'est vrai que c'est aussi dû à la saison absolument abyssale de Terry Rozier, donc en plus, ouais. C'est pas trop ce qui lui est arrivé. Et au fait que Bam Adebayo, même s'il reste très très bon défensivement, a du mal à passer un cap offensivement. Il essaye de prendre plus de tirs extérieurs, de tirs à mi-distance, mais c'est quand même assez peu convaincant, quoi. Donc, alors, ouais. On sait ce qui lui a... Enfin, en tout cas, il y a le FBI enquête sur ce qui lui est arrivé, oui. Terry Rozier. Est-ce que les ballons loupés et les tirs ratés étaient faits exprès ou pas on ne sait pas. Bref, transition vers le classement. Où est-ce qu'on imagine alors ce type de créateur un peu ambigu? Pas non plus créateur simple joker de banc, mais pas non plus encore méga star. Écoute, moi je le mettrais assez haut. Ouais. Je l'aurais bien mis dans le coin Sabonis, Murray. Au-dessus de Murray, je pense. Ouais. Jamal Murray est aussi un point de repère pour moi. Je suis d'accord. Et même, on pourrait se dire que en termes d'efficacité, par rapport à Banchero, c'est pas faux. C'est pas faux. Donc la fourchette haute pour aller jusqu'à Butler, du coup. Ouais, c'est ça. Entre la 10e et la 12e place, quoi. Quoique Butler, tu me disais que tu voulais peut-être le descendre, toi. Mais tu vois, pour moi, le définitivement au-dessus, largement, c'est Wagner. En termes de fourchette haute, voilà. Après, fourchette basse, ça dépend à quelle valeur on met derrière cette création. Bon, on évalue 2025, on n'évalue pas le profil théorique. Dans les faits, il a eu un gros volume, il a eu plein de ballons, il a eu un très bon rendement, il a été très efficace. Et j'avoue que, tu vois, c'est vrai que Jamal Murray était un peu mon point de repère là-dessus. Et ça me choque pas de le mettre un peu au-dessus de Jamal Murray pour cette année. Mais ce qui confirme un peu, tu vois, ce côté, cet aspect de changement de statut, parce que d'habitude, dans le top 100, il n'est pas dans cette catégorie entre 30 et 40, tu vois, des créateurs un peu type Murray, Jalen Brown, etc. D'habitude, il est plutôt entre 70e place, quoi. Les héros, les comment ils s'appellent, Quickly à l'époque, les Anthony Simmons, etc., quoi. Donc, ok. Donc la question, toi, c'est par rapport à Banchero, de le mettre carrément au-dessus de Banchero? Non, mais je pense que je le mettrais juste en dessous, mais je suis pas sûr que l'écart soit si grand, quoi, sur la valeur cette saison. Ouais. Ce Banchero est quand même très inefficace. Ensuite, il est plus grand, il est meilleur défensivement, il a plus de responsabilités aussi au passing, et puis il joue vraiment dans une attaque complètement anémiée, Banchero, donc bon. Ok. Eh bien, faisons ça entre Banchero, Sabonis et Jamal Murray dans ce groupe-là. Et donc, petit quiz pour terminer les actions marquantes de cette saison. Et donc, action marquante, le step back à 3 points contre les Philadelphia 76ers. Action ô combien marquante. Donc, step back à 3 points, qui est sur le terrain augmente ce step back de notre ami Tyler Herro contre les Sixers. T'as la date? Le 29 mars 2025. 29 mars, ouais, donc il y a déjà plus personne du côté des Sixers. Exactement. Bon, alors, on va commencer par Miami, j'imagine qu'il y a Adebayo. Bam est sur le terrain, oui. Peut-être Jovic. Il n'y a pas Jovic. D'accord. Il n'y a pas non plus de pioche, mais... Bon, alors attends. Duncan Robinson. Robinson n'est pas là. Ah, David Mitchell, parce qu'il est déjà arrivé. Pas non plus. Non, je te dis, c'est pas la pioche qui est là, c'est l'autre. C'est pas une pioche, c'est une... Pelle. Et donc... Pelle Larson. Pelle Larson, exactement. Oh là là. Pelle Larson, Herro, Bam Adebayo, il y a un joueur dégoûtant. Non, un joueur dégoûtant, tu le vois, tu te dis, Alec Burks. Alec Burks, tout à fait. Et il y a peut-être Kelly Ware. Exactement, Kelly Ware, on se demande où il est, et on se dit, il est là, Ware, il est là. Et côté Sixers, alors, ça va être encore plus marrant.
Alors, côté Sixers, ouais, parce que alors là, vraiment, en mars, qui c'est qui était joué? Oh là là là. Alors attends, il y a le frère de ton franchise player. Facile. Ton franchise player, toi. Oui, alors d'accord, il y a un Edwards, mais j'ai oublié son prénom. Aïe. Jesse Edwards, oui, non? Exactement, Justin Edwards, ouais. Tout à fait. Est-ce qu'il y aurait Adam Bona? Exactement, Adam Bona. Ricky Council? Waouh, Ricky Council, ouais, exactement. Dis donc, on est sur un sans faute. J'ai un copain fan des Sixers, side. Oui, mais alors là, par contre, je suis dans le dur. Tiens, attends, toi qui es prof de littérature, et quelqu'un qui raconte des contes. Un Grimm ou un Perrault? Ben oui, si. Si? Bah. Mais donc lequel? Ah bah oui, Quentin Grimes. Eh oui, Quentin Grimes, oui, bien sûr. Et non pas Quentin Perrault. Non, c'est pas Quentin. Tout à fait. Et le dernier facile, il a postérisé LeBron James devant la face du monde entier. Il a bossé les. Okay. Le French Draymond Green, CF, la draft 2016 à l'époque, mais oui. Il a bousé Il y a Bouzélé, Quentin Grimes, Adam Bona, Justin Edwards, Ricky Council. Bon, après, les fans des Sixers savaient que c'était que pour cette saison, que pour 2026 ça va aller mieux. Ah non, Joel Embiid toujours pas revenu. J'ai vu que Jared McCain s'est blessé à la main aussi, que Paul George c'est pas top. Mais c'est le genre de line-up que dans 10 ans, si les Sixers sont en finale et tout, les fans diront vous vous rappelez cette époque-là où on avait un line-up avec Adam Bona et Justin Edwards. Donc tiens, avançons, partons sur Jabari Smith Junior pour notre deuxième joueur du jour. Donc je te fais le topo, 30 minutes par match pour Jabari Smith, 57 matchs, 12 points de rebond, 12 points de moyenne et 7 rebonds, excuse-moi, 16% d'usage, donc pas très utilisé lorsqu'il était sur le terrain, mais on va en parler aussi. C'est surtout un joueur off-ball pour l'instant, et moins 3% d'efficacité relative à la moyenne, donc on est grosso modo au niveau de la moyenne. Mais c'est vrai que pour te lancer, on n'a pas à faire une saison linéaire pour Jabari Smith, qui a un peu perdu sa place de titulaire à cause de sa blessure. Ouais, c'est ça, et de l'explosion de Thompson. Ouais, c'est pour ça que je l'ai classé dernier, parce que c'est quand même une saison un peu décevante. Toutes ces stats d'efficacité notamment sont plutôt en baisse. Il y a quand même pas grand-chose de très convaincant pour un big man en termes d'efficacité. Par exemple, 64% au CRH, c'est vraiment très bas. Ça reste un défenseur intéressant, mais je trouve qu'il y a un chouïa neutralisé par l'effectif et le fait que Udoka aime bien jouer avec des line-up très grands. Avec 4 pivots. Ouais. Or, l'intérêt de Jabari Smith, c'est le fait qu'il soit un poste 4 qui peut aussi jouer poste 5 small ball en profitant du fait qu'il ait du shoot, enfin théoriquement, parce que ce shoot, on ne voit pas non plus à fond. C'est vrai que l'an dernier, par exemple, il jouait 32% du temps en poste de pivot. Là, c'était 12% seulement du temps. Il a même joué un peu ailier, enfin un poste 3, quoi. Bah oui, c'est les line-up avec Adams et Sengun. Fin de saison, là. C'était... Et alors là, pour le coup, surtout dans la NBA d'aujourd'hui, où quand même tes ailiers sont censés avoir du playmaking, être un peu mobile, là... je trouve que c'est un joueur un peu mécanique, un peu laborieux, je trouve, et qui perd un peu de sa valeur quand il descend dans les postes. Et puis par ailleurs, il est censé, enfin quand même l'un des grands attraits du profil de Jabari Smith Jr., c'est le fait qu'il soit un stretch big. Or, en termes de tir à 3 points, c'est pas... Voilà, il est à 35%. L'est-il vraiment, en fait? Voilà, c'est ça, il est à 35% cette saison, il était à 30% son année rookie, 37% l'an dernier, alors il a du volume, hein, mais c'est pas Karl Anthony Towns non plus. Non, clairement. Clairement, c'est un peu c'est la question, c'est le point de bascule chez lui, à quel point est-ce que c'est un bon shooter ou pas, quoi. Parce que ça change tout d'être à 40% pour un stretch big ou à peine 36-37, quoi. Et ça fait un peu partie des déceptions de l'année. Je pense que, tu vois, le profil théorique, moi je suis assez fan. Je crois qu'on avait parlé ensemble en plus dans une draft des joueurs de moins de 25 ans il n'y a pas longtemps.
Mais aujourd'hui, c'est pas l'exercice de la théorie, justement, un peu du profil en soi. C'est un peu la valeur de facto. Et je pense que sa saison a été... Alors, la blessure, d'accord. Il s'est blessé en milieu de saison et quand il est revenu, grosso modo, Amen Thompson était devenu titulaire et il l'est resté. Mais il est un peu victime de Udoka, de deux points de vue, parce que c'était un peu censé être la caution shoot de Houston. Sauf qu'en fait, Udoka, est plutôt que dire bah tiens, mets-toi en shooter pour essayer d'améliorer notre faiblesse. Ils ont fait l'inverse, ils sont partis. Et si tant pis pour la faiblesse, renforçons notre force. Et donc Amen Thompson, pas de shoot, c'est pas grave. Vas-y, va prendre des rebonds, va faire des cuts au panier, va faire du cassage de gueule à l'intérieur, quoi, grosso modo. Et pareil de l'autre côté, il aurait dû, comme tu dis, hein, il était censé être un peu une de ses valeurs potentielles, c'est stretch 5 notamment. Et sauf que, bah non, Udoka, pareil, a dit non, mais pareil, tant pis pour le spacing, renforçons les forces, et donc line-up hyper gros où tu vas jouer ailier, quoi. Et c'est là-dessus où je pense qu'il y a un peu un différentiel entre le profil théorique, moi, la valeur, je pense qu'on pourrait générer à partir de ce profil, et la valeur qu'on a eue dans les faits où non pas qu'il ait été mis sous couveuse, mais tu vois, il y a même en playoff, moi j'ai des souvenirs de quand il est sur le terrain, c'est très cool contre les Warriors, notamment parce que waouh, ça respire un peu. Alors d'accord, que 35% à 3 points, d'accord, hein. Mais au moins il est un peu respecté, quoi. Il est un peu respecté, il met des tirs par-ci par-là, même à 2 points, tu vois, il y a le post-up occasionnel ou pour punir un mismatch, ou alors il vient s'insérer en milieu d'une zone et puis ah tiens, un mec qui s'est shooté à 3 mètres du panier à Houston, ça c'est rare, donc donc ça fait du bien. Mais c'était des séquences qui duraient pas, quoi, parce que pareil, on revient sur la défense, et donc Udoka l'a pas utilisé tant que ça. D'ailleurs, j'avais noté, tu vois, minutage en playoff, on est à 20 minutes par match. Alors qu'en playoff, c'est à 30. Et il y a ce côté où il est devenu, en fait, en cours de saison, un peu plus un joueur gadget, même si sur l'année, au général, il est à 30 minutes par match. Mais je crois qu'après sa blessure, quand il revient, c'est un peu plus bas, et en playoff, encore pire. Donc je sais pas comment juger parce que tu vois, le côté du profil, on le connaît, c'est un mec qui est de pull-up mais qui a pas trop de drive, qui peut pas aller trop au panier, qui joue pas trop off-ball en tant que finisseur de pick and roll non plus. Alors ça c'est dommage, mais il est pas servi là-dessus en tant que poseur d'écran qui roule au panier. Le côté pas de passing, enfin les faiblesses on les connaît, mais même au-delà des faiblesses qu'on connaissait du profil, je trouve que l'utilisation a fait que la valeur dans les faits a été réduite cette saison. Ouais, complètement, et ça semble pas complètement parti non plus pour s'améliorer vu leur recrutement. Ouais, et puis même défensivement, ça baisse un peu sa valeur parce que il est assez mobile, c'est intéressant, mais quand on voit ses stats de compte, de style, c'est pas non plus génial. Ah bah s'il avait de la protection de panier ou de la défense off-ball, ça changerait tout. Mais il l'a pas, ouais. C'est plutôt un mec on-ball pour l'instant. Ouais. Donc ouais, plutôt une saison un peu décevante, mais qui donne envie de le voir dans un autre contexte. Mais ça, effectivement, c'est pas l'exercice d'aujourd'hui, quoi. Donc ouais, les stats d'assist, de playmaking sont quand même assez vraiment très très faibles, quoi. C'est un joueur qui a pas beaucoup de je disais mécanique, mais qui son jeu est pas très fluide, quoi. Rafa, tu me fais penser à un truc. Est-ce que c'est pas le Jason Thompson des années 2020? Tu vois? Oulala. Non, mais Thompson, c'est le joueur très académique, même mécanique, robotique, qui fait le taf, hein, mais en dehors de. Mais tu vois, c'est la version update pour les 2020, quoi, avec le shoot à 3 points plutôt que le shoot à 2 points, etc. Oui, le problème étant que. Alors je tape en même temps Jason Thompson, je tombe sur un acteur dans les feux de l'amour, donc c'est pas du tout lui que je veux. Non. Mais le problème c'est que Jabari Smith, il est deuxième choix de draft, quoi, donc c'est pas ça qu'on attendait. Oui, non, je rigole un peu, mais moi je suis quand même assez fan de la défense. Hein. Je suis quand même assez fan de la défense, même si, comme dit, hein, c'est que du on-ball pour moi. Il y a des flashs parfois de off-ball, mais pour moi ça changerait tout. Enfin, il aurait été drafté peut-être devant Chet ou au niveau de Chet si en vrai on avait un mec qui était un vrai pivot protection de panier. Or, c'était pas le cas. En fait, c'est un 3&D de 6-10 et un 3&D au sens défense on-ball et 3 points. Mais encore, on a dit le 3 points, ça rentre pas encore. Mais j'y pense que maintenant, mais tu vois, on a vu Van Vliet blessé. Je crois qu'il y a un truc intéressant à faire à Boston. Ils aiment bien avoir un big qui shoot. Tu vois, tu parlais de le voir dans notre contexte.
T'envoies Rich Shepard et Jabari Smith contre Derrick White, tu vois, je pense que ça peut arranger tout le monde. Je dis ça comme ça, parce que ça serait cool de voir un peu Jabari Smith dans notre environnement, comme tu dis, mais ouais. Mais donc pas de passing, pas trop de création. D'ailleurs, j'avais noté le côté, tu vois, on a encore 3/4 de son jeu qui est créé par autrui, quoi. Donc on a vraiment pas trop cette création. Le passing est assez cata en termes de à quel point il fait des passes. En fait, il en fait pas pour le coup. Donc l'efficacité est pas là non plus. J'aime bien, mais voilà, je crois que je préfère la théorie plutôt que ce qu'on a eu pour de vrai. Et donc, au niveau du classement, où est-ce que tu l'imagines, tout ceci ? Eh ben, forcément un peu bas. Non, mais je le mettrai vers la fin. Oui, je suis d'accord. Même, en fait, tu vois, je me faisais le duel par rapport à Horford. Je crois que j'ai plus été impressionné par les matchs à Horford cette année, en fait. Ouais, moi aussi, ouais. Qui lui aussi a 28 minutes par match, en fait. Donc il jouait pas tout le temps et pas tout le temps des gros temps de jeu. Mais tu vois, Horford, tous les grands matchs, il était là. Contre Denver, il était bon. Contre les Lakers, il était bon en switch-all. Et puis il mettait ses 3 points en plus. Alors pas autant que l'an passé, mais il les mettait un peu. Donc, ouais, bah du coup, on le met derrière Horford. Donc le nouveau dernier du classement, Jabari Smith, c'est ça ? Ouais, je saurais, ouais. Ok. Bon, bah, ça règle la question de Toumani Camara, je pense. En tout cas, je ne sais pas, on verra. Ce duel-ci. Très bien, alors petit quiz pour terminer. Justement, c'est pas un énorme contreur en deuxième rideau, mais j'ai pris un contre spectaculaire contre les Toronto Raptors en deuxième rideau. Il sort de nulle part et vient effacer un tir au panier le 22 décembre 2024. Qui est sur le terrain à ce moment-là ? Alors, 22 décembre 2024. Donc il était encore titulaire à l'époque. Oui. Bon, bah, Van Vliet. Oui. Sengun. Oui. Thompson n'est pas là, non. Ouais, non, bah non, puisque... Brooks. Oui, tout à fait. Il m'en manque un du 5 majeur. C'est pas Vanderblue. Ce n'est pas Yellowstone. C'est pas Michael Redd. Ah, c'est Jalen Green. Oui, c'est Jalen Green, tout à fait. Ok. Et puis alors, côté Toronto... Alors attends, parce que ils ont bien fait des trades, donc c'est avant... Est-ce qu'il y a Grady Dick? Grady Dick est là, et merci, tu m'évites de faire un jeu de mots. Oui. Barrett? Barrett n'est pas là, il y en a un facile, il reste un facile, la star de l'équipe. Barnes? Exactement. Et après, il y a Jakob Poeltl? Il n'y a pas Jakob Poeltl, il y a quelqu'un qui a un mélange entre le meneur de Memphis et la star des Lakers des années 2000. Le l'indice n'a pas marché la dernière fois, je vais voir si ça marche mieux. Ah oui, Jacoby Walter. Jacoby Walter, tout à fait. Ensuite, on a quelqu'un, si le MVP 2025, tu vois, s'il se balade à Marseille, c'est comme ça qu'on l'interpelle. Qu'est-ce que c'est que ces indices? Alors, Gilgeous Alexander, tu vois, il va à Marseille sur le Vieux-Port et qu'est-ce qu'il entend? Est-ce que c'est Shai Mehdi avec l'accent marseillais? Alors, il y a Shai dans le prénom, mais il manque quelque chose avant. Ah, oui, c'est Agbaji. Exactement. Oh, Shai Agbaji. Ouais, d'accord. Je pense qu'un jour... Voilà, ça, je crois que c'est un des pires indices que j'ai jamais donné. Affreux. Et le dernier, un ailier défensif qui sort de San Francisco. Plutôt pas mal d'ailleurs, un bon petit joueur hipster que j'aime bien. Alors attends. Très grand, très long. Qui a été drafté par les Raptors? Oui, par les Raptors, c'était un rookie, deuxième tour. Qu'est-ce qui est jeune et qui attend? C'est pas Jamal Shead? Non, c'est pas Jamal Shead, c'est l'autre, c'est qu'est-ce qui est jeune et qui attend? Tu te rappelles pas de cette vidéo virale? Non. Bah c'est Jonathan. Ah oui, c'est Jonathan Mogbo. Exactement, Jonathan Mogbo. Ouais, ok. Tu t'en sors beaucoup mieux que moi en termes de qualité de réponse par rapport à la qualité de mes indices. Mais bref, avançons. Troisième joueur du jour, Toumani Camara, 33 minutes par match pour Toumani, 78 matchs, 11 points par match. Bon, on s'en fiche un peu, c'est pas l'intérêt du profil. 6 rebonds par match aussi, 14% d'usage, mais là encore, le volume offensif est très faible. Et au niveau de l'efficacité, 99 de true shooting plus, donc 99 pour les à 100, moins 1% relatif à la moyenne. Bon, bah pour tout lancer, on avait déjà vu une belle saison rookie, mais on a un peu la confirmation de, presque j'ai envie de dire, d'une quasi superstar défensive.
Ah ouais, complètement. C'est vraiment le profil complet du défenseur, enfin de l'ailier défenseur. C'est un joueur qui est déjà assez âgé en fait. Hein, Oui. il est en sophomore, mais il a 25 ans. Il a été choisi très loin dans la draft 2023 et ça devait être un senior, j'imagine, en sortant de la fac. Dayton, il me semble qu'il a fait 4-5 ans à Dayton, ouais. Ouais, c'est vraiment un très bon coup, hein, des Blazers. Je pense qu'il est All Defense cette année, deuxième équipe, il me semble. Je vais pas vérifier, mais je crois. Oui. Ouais, c'est un super défenseur, polyvalent, qui est. Il me semble que c'est un vrai. Enfin, tu vas me dire ce que t'en penses, mais que c'est un vrai. Alors, on n'a pas vraiment la différence en français, mais un vrai forward, quoi, plus qu'un wing, au sens où c'est un ailier qui joue, enfin, qui défend qui peut défendre sur les postes 3-4, qui a vraiment de la taille, qui est assez costaud. Oui. Et ouais, donc très polyvalent défensivement, qui prend toujours le match-up le plus compliqué. Il y a pas grand-chose en attaque. C'est bon, c'est respectable à 3 points. Enfin, presque 5 tentatives par match à 37%, ben ouais, c'est vraiment tout à fait acceptable. Et moi, un truc que j'aime bien, c'est que je trouve qu'il y a un peu de playmaking. Il tente de le développer un peu alors rien de très compliqué, hein, mais c'est pas juste le joueur qui est calé dans un coin et qui attend que ça se passe. C'est pas Jabari Smith, quoi, tu veux dire. Ouais, voilà. Et ça, je trouve que c'est quand même vraiment assez intéressant. Bon, c'est aussi parce que il est dans une équipe qui pendant une bonne partie de la saison, en tout cas, n'était pas bonne. Donc il y avait aussi des tests qui étaient faits. Mais ouais, très bonne surprise, excellent défenseur, avec un contrat cadeau, quoi, puisqu'il est payé 2 millions par an. Oui. Effectivement, c'est le combientième, le 52e choix de 2023. Donc très très bas. Non, mais moi ce que le truc principal, c'est l'amélioration offensive. Parce que tu vois, j'ai dit, il a une efficacité qui est au niveau de la moyenne. Donc c'est bien, alors que l'an passé, on avait un peu plus de fuite de valeur de ce côté-là, où il était 6% plus bas que la moyenne. Bon, c'est pas très grave, parce que c'était pas des tonnes de tirs, mais il y avait quand même un peu ce côté où, offensivement, on savait pas trop quoi en faire, quoi. C'était presque, je vais exagérer, mais moi je le voyais un peu plus comme un espèce de André Robertson, ou plus peut-être André Robertson plus l'an passé, où tu te dis, bon, on le met sur le terrain pour la défense, mais l'attaque, pas trop, quoi. Et là, ça change un peu, je trouve. Tu t'as parlé du shoot, en effet, il les tente. Alors, il n'est pas toujours respecté de folie encore, hein, mais un petit 37-38% sur 4 par match, c'est déjà bien. En fait, il a plus de doublé son total de l'an passé en termes de volume. Et comme tu dis, il y a un aspect un peu de connecting sympathique, quoi. C'est pas Josh Hart, hein, mais il peut faire un peu des lectures simples, il fait l'extra passe, il fait ce genre de truc qui plaît, quoi. Donc, en fait, quand tu mets un peu tout ça mis bout à bout, tu passes d'un mec qui, à mon avis, était en attaque plutôt un négatif. Je pense pas qu'on soit encore sur un méga positif, mais petit à petit, ça commence à devenir intéressant. Et pareil, tu vois, je pense que le fait qu'il soit... il est aussi beaucoup plus assisté cette saison, mais c'est bien pour moi. Parce que l'an passé, à vouloir créer dans une équipe qui était nulle, et parfois créer un peu alors qu'il pouvait pas trop, c'était pas bien. Là, on est quasiment au 80% de panier assisté, mais en fait, c'est ce qui me va, quoi. Juste, mets un peu des tirs au cercle, mets un peu des tirs à 3 points, et c'est cool, et pas plus. Après, ce qui est peut-être un peu dommage, c'est qu'il soit pas plus explosif au niveau du panier. Notamment, après, s'il l'avait été, il n'aurait pas été disponible en 52e non plus, je pense. Tu vois, si tu pouvais l'utiliser en rôle, en poseur d'écran qui va rouler au panier de manière explosive, il aurait été drafté fin de premier tour, je pense. Donc c'est peut-être un peu dommage, mais je trouve que c'est pas non plus hyper dérangeant. Et non, mais après, surtout, il y a la défense, quoi. La défense, où là encore, je pense que c'est un mec hyper grand, hyper costaud, comme tu dis, donc il y a une certaine polyvalence dans les rôles et dans même les match-ups qu'il peut prendre, parce qu'il peut un peu monter en gamme, monter en poste par moment. Je trouve qu'il est aussi assez bon au niveau du rebond. Les grands bras, les longs bras, et puis la présence au rebond qui peut aider. Et il a largement fait partie de cette défense des Blazers qui a un peu porté l'équipe en deuxième moitié de saison, hein. Les Blazers sont devenus une équipe compétente et ça part de la défense, et à mon avis ça part aussi de lui, parce qu'il y a une présence off-ball qui est très très cool en termes de stunt, en termes de protection de panier, c'est cool aussi. Mais surtout le on-ball, en fait, où il était tout le temps sur le match-up principal adverse, sur le meilleur attaquant.
Et c'est peut-être là qu'on a eu une révélation aussi où tu le mets sur un Devin Booker, il arrive à le contenir, tu le mets sur un Kevin Durant, tu le mets sur n'importe qui. En fait, il était tout le temps sur ce mec-là et ça marchait très bien en fait. Et c'est marrant que tu aies parlé de Josh Hart parce que j'avais pas pensé au rapprochement, mais il a ça aussi, cette valeur d'être un très bon rebondeur offensif. Oui, et ça, on n'y pense pas toujours dans les stats d'attaque, mais en vrai, ça gagne des possessions, donc c'est un vrai plus offensif, ça. Oui, effectivement. Il fait 6'7", 6'8" de taille et des bras de plus de 7 pieds de long. Donc il y a la longueur, il y a de la belle longueur. Mais tu vois, là-dessus, moi je le voyais un peu comme un mec qui, ok, t'es costaud, t'es grand, mais l'an passé, je trouve qu'il se faisait plus souvent avoir sur un peu de l'explosivité, de la vitesse des petits, quoi. Et là, je le trouve quand même meilleur là-dessus. Donc ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. L'attaque, c'est pas le même 37% à 3 points qu'un 37% organique sur pull-up, mais ça me va juste assez. Donc en fait, je sais pas si tu veux rajouter des trucs, ou alors on peut aller vers le classement. Mais où est-ce que tu l'imagines alors, parmi déjà les noms qu'on a évoqués? Alors bon, malgré tout le positif qu'on a dit, ça reste un profil un peu limité. Donc moi je le vois, je l'ai dit au début, j'hésitais avec Jabari Smith, donc je le vois peut-être juste au-dessus. Mais tu vois, ça m'embêterait un peu de le mettre au-dessus d'Alex Caruso par exemple. On pourrait dire qu'il y a un peu le même profil parce que c'est avant tout des défenseurs. Alors certes, il joue plus que Caruso, mais Caruso me semble meilleur défensivement et dans une meilleure équipe. Donc pour moi, il est autour de la 20, peut-être juste en dessous. Alors attends, Caruso, le problème c'est qu'il joue 19 minutes par match. Ouais, on l'a quand même mis parce que c'est Caruso. En vrai, je pense qu'on aurait pas dû le mettre. Je sais pas quoi faire avec lui. Ouais, mais t'as raison, il joue 19 minutes par match, mais il est quand même dans une équipe qui ne gagne sans doute pas le titre sans lui, parce qu'il y a des matchs de playoff où il joue 30-35 minutes, et enfin, quand même, c'est un gars qui leur sauve la série, je pense, en défendant sur Jokic. Et il y en a pas beaucoup qui peuvent faire ça, quoi. Alors ça veut dire que tu mets quand même une certaine distance avec, on les a un peu remontés, mais notamment Lou Dort et McDaniels, qu'on a un peu remonté de quelques places dans le classement. Il y aurait par exemple Lou Dort et McDaniels pour l'instant autour de la 20e place, à peu près 22, 23, et donc il y aurait Camara plutôt en bas autour de la 28-29, quoi. Ouais, moi oui. Cet écart te dérange pas? Non. Ok. Je diffère un peu, alors j'ai un avis un peu plus haut du coup sur Camara. Oui, mais alors tu m'as bien dit que tu avais mis Jabari Smith devant lui. Avant de réfléchir, en premier jet, je veux dire. Mais tu vois, maintenant qu'on en parle, en fait, j'ai quand même bien descendu Jabari Smith. Mais tu vois, non, mais c'est pour ça qu'on fait les podcasts, Rafa, c'est parce qu'il faut en parler. Donc non, je corrige mon truc de tout à l'heure. En effet, non, je sais pas. Après, il y a d'autres points de repère intéressants, tu vois. C'est vrai qu'il y a un mec comme Hachimura aussi. Il est moins transcendant en défense, mais tu me diras, il est quand même bien meilleur en attaque. C'est vrai, c'est pas faux. Mais est-ce que c'est pas Hachimura qui est un peu bas aussi? J'en sais rien. Ouais, peut-être. Non, mais alors attends, restons sur le duel de défenseurs. McDaniels par rapport à Camara. Alors je sais que c'est ton McDaniels. Je vois pas un écart si grand que ça, quoi. Parce qu'en plus, McDaniels, l'attaque est pas trop là non plus. Tu vois, donc il me semble qu'il fait quand même plus de choses. Je suis en train de regarder, mais Clean the Glass rame, donc. Mais je regardais Dort en termes d'efficacité, c'est quand même mieux pour une. Dort, c'est un top shooter, ouais. Voilà, à peu près équivalent. McDaniel, ça se vaut, c'est à peu près la même chose, mais il y a plus de playmaking, c'est un peu mieux. Alors attends, si on enlève Caruso, on dit qu'il n'existe pas parce qu'on sait pas quoi en faire. Ou alors s'il jouait 30 minutes par match, il serait top 50. C'est qui les autres points de repère? Quelle fourchette basse ou haute on pourrait aller alors? Tu vois, par rapport à un Nembhard ou un Najee Marshall, qu'est-ce que... moi, Najee Marshall, de toute façon, Najee Marshall, je le trouve trop haut, donc c'est pour ça. Je mettrais Camara devant Marshall, ça c'est sûr. Mais... Et Hachimura alors? Hachimura, Camara? Hachimura, c'est quand même bien meilleur offensivement. Je pense aussi, ouais. Je pense aussi. Au moins là, on le colle Hachimura et Camara. Et on swap Najee Marshall, on descend un peu Najee Marshall et on fait remonter un peu Hachimura, Caruso, Camara. Ouais, même si je peux entendre que Caruso il doit rester assez bas en raison du minutage. Mais... Oui. Ok.
Ok. Bon, bah faisons comme ça alors. Moi, j'aurais mis moins d'écart entre McDaniels et Camara, mais je peux entendre l'idée. Je suis peut-être pas complètement objectif non plus. Ou alors, c'est peut-être qu'il faut pas mettre Ludort et McDaniels dans le même groupe aussi, hein, tu vois. Peut-être que. Parce que Ludort a un vrai shoot, une vraie respectabilité. Oui. Non, mais Ludort a un vrai shoot, mais par contre, McDaniels, contrairement aux deux autres, je pense, à Dort et Camara, il y a des matchs où il est capable de marquer 25 points, pas juste avec les 3 points. Parce que il a un peu de dribble, parce que il est capable d'attaquer le panier, parce que il a un peu de tir à mi-distance, des choses comme ça. Donc c'est là que je ferai la différence, mais c'est aussi, je sais que je suis pas forcément super objectif là. Non, mais c'est bon. C'est vrai que j'ai surtout les souvenirs de playoffs où il peut pas le faire contre Chet. En même temps, la saison c'est pas que contre Chet et pas qu'en finale de conf. Donc oui, non, mais t'as raison. Il y a un peu plus de création, le pull-up occasionnel, le post-up, mais ok. Alors bon, tranchons la poire en deux. On met quand même Hachimura devant pour l'attaque. Ça ferait un truc du genre Ludort, McDaniels qui sont un peu au-dessus. Ensuite, un peu plus bas, 25 Hachimura, Camara. Puis Marshall, DiVincenzo et Caruso qui est pas trop loin non plus, mais qui reste un peu bas. Ça ferait un truc comme ça. Est-ce que ça tirait ? Ouais, ok. Ok, ça me va, très bien. Faisons comme ça. Et donc, petit quiz, nous sommes le 22 février 2025 et c'est un contre spectaculaire, là encore, d'un top défenseur. Un contre les Charlotte Hornets. Je suis désolé, Rafa, les auditeurs demandent des quiz un peu random, donc c'est toi qui subis après. Un contre les Hornets du 22 février. Oh là là, les Hornets du 22 février, ça doit déjà être pas terrible. Alors, donc, on va commencer par Portland. Il y a Simons. Il est là, oui, tout à fait. Sharp. Oui. Clingan. Non, quelqu'un qui est toujours prêt. John Always Ready. qui est toujours prêt? Ah, c'est Scoot Anderson. Okay. Exactement, Scoot Anderson. Donc ils ont trois arrières. Anderson, Simons. Exactement. Il doit bien y avoir un pivot quelque part là-dedans. Il y a un grand là-dedans. Ah bah, Ayton. Non. Il y a quelqu'un qui a été deuxième pick chez les Bucks en 2014 avec ce prénom. Quelqu'un qui a été deuxième pick à Houston, ou troisième pick à Houston en 2022. On vient d'en parler d'ailleurs aujourd'hui. Ah, c'est Jabari Walker. Exactement, Jabari Walker, tout à fait. Oh. Voilà le 5 des Blazers. Et donc maintenant les Charlotte Hornets. En mode small ball. Oui. Alors les Charlotte Hornets, février, t'as dit? Alors attends, je viens d'apprendre que apparemment il était... c'est le fils de Samaki Walker. Tu le savais ça? Non. Jabari Walker. Non, ça te dit rien, Samaki Walker? Non, ça me dit rien. Le mec des Lakers là avec Kobe, non? Bon bref, excuse-moi. Ah. Vas-y, Charlotte. Alors Charlotte, on sait jamais si Lamelo est là. Oui, il était sur le terrain. Non, il est pas là. Non. Ouais, ok. Salon. TJ Salin, exactement. Ok. Ça doit 22 février. Ça doit être l'équipe que j'ai le moins vu de la saison, donc Brandon Miller, est-ce qu'il était là ou il était déjà blessé? Non, il était déjà blessé. Il y a quelqu'un qui apporte beaucoup de saveur à ce line-up. Ah, bah Seth Curry. Exactement, Seth Curry, tout à fait. Donc Curry, Salin. Ah, ils ont peut-être déjà récupéré des gens dans un trade. Oui. Attends, qu'est-ce qu'ils ont fait comme trade déjà? Quelqu'un qui a perdu son duel face à Nikola Jokic à l'époque. Et du coup, la franchise l'a échangé. Ah, Nurkic. Exactement, Nurkic. Ouais. Mark Williams est encore aux Lakers, mais pas aux Lakers, j'imagine, il est pas là. Ouais, il est pas sur le terrain. On a quelqu'un qui était le meneur de Duke. Non, il y a deux meneurs, il reste deux meneurs. Un qui était un meneur de Duke, mais je sais plus à quelle époque, enfin récemment là. Je crois qu'il était aux Wolves d'ailleurs. Oui, je crois qu'il était aux Wolves. Il était aux Wolves récemment? Ouais. Oui, très récemment. Draft 2022. C'était le meneur de Paolo Banchero. Il a fait Minnesota 29 matchs en 2023, 25 matchs en 2024. Ah, c'est Wendell Moore? Exactement, Wendell Moore. Tu vois, je savais que tu le trouvais, toi. Ah ouais, tu l'aimes pas? Moi, j'aimais bien, moi. Ah oui, non, franchement, il a pas le niveau NBA, je pense. Et le dernier, anecdote, il s'est fait échanger le soir de la draft contre Dario Saric. Et il a fait son retour en NBA, là. Alors qu'il avait totalement disparu des radars, il a fait un retour de quelques matchs, il a fait distribuer plein d'assists et il est reparti. Oui, c'est pas Elfrid Payton? Exactement, ouais. Elfrid Payton est sur le terrain, tu te rends compte le line-up? Elfrid Payton, Wendell Moore, Seth Curry qui a 38 ans, TJ Salin et Tidjane Salin et Youssouf Nurkic, voilà qui est sur le terrain. C'est épouvantable.
Et tout ça pour avoir le pic numéro 7 à peine, puisque merci la loterie, wink wink, loterie entre guillemets. Donc on peut avancer notre 4e joueur du jour, on peut aller sur Ja Morant si tu veux bien. Ja Morant, 30 minutes par match, on va en parler ça, à peine 30 minutes par match, 50 matchs, 23 points par match et 7 assists de moyenne, 32% d'usage, donc usage assez énorme, hein. Il joue pas non plus des tonnes, mais dès qu'il est sur le terrain, il est beaucoup utilisé. Et en termes d'efficacité, on est 2% en dessous de la moyenne, 98 de true shooting plus, les stats en plus sont relatives à la moyenne. Donc voilà, on est grosso modo à la moyenne. Et voilà, pour te lancer, c'est vrai qu'on a une saison un peu particulière entre la nouvelle attaque qui a été mise en place toute la saison, qui n'était pas forcément ce qui lui correspondait le plus. Ah bah non, oui, c'est vraiment une histoire de 2 saisons. Il y a tout le début de saison où il y a cette attaque mise en place par Jenkins, avant qu'il se fasse virer, qui est une attaque où il y a quasiment pas de pick and roll, alors que c'est censé être le point fort de Ja Morant, le jeu sur pick and roll. Et il a fini par faire sentir de manière assez peu subtile que ça lui allait pas. Oui. Et ensuite, quand Jenkins se fait virer, son remplaçant dont je n'arrive pas à prononcer le nom, Isao, change et revient à plus de pick and roll. Mais ça fait une saison vraiment très très bizarre parce que c'est, il est pas content en première partie de saison alors que les Grizzlies jouent plutôt bien et que ça marche plutôt pas mal. Et par contre, il y a un effondrement total en fin de saison. En plus, il se blesse, comme chaque saison. Donc, c'est un peu difficile de commenter sa saison. Le fait est que, en termes d'efficacité, il est dans les standards d'habitude. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas incroyable. C'est même vraiment pas incroyable. Et c'est dû au fait que à 3 points, c'est toujours pas terrible, quoi. Et on pourrait se dire qu'il compense ça comme, je sais pas, à une époque, Westbrook par exemple, par une efficacité au cercle qui est d'élite, mais en fait, Ja Morant a jamais eu une efficacité au cercle qui est absolument d'élite. C'est pas mal, c'est pas extraordinaire. Et le petit truc un peu... alors si, il continue à obtenir pas mal de fautes, à aller au panier et tout ça, mais il a semblé il a jamais été très bon défensivement, mais que c'était même un peu moins bon que d'habitude cette année. Donc il y a un côté un peu erratique de toute façon dans le parcours de Ja Morant depuis 3 ans, mais dans cette saison-là, qui fait que ça reste un joueur important, efficace en partie, mais qui en fait stagne quand même, voire régresse un chouïa, il me semble, depuis son pic qui était sans doute la saison 2021-2022. Oui, quand il explose en tant que jeune, mais bon, après, à quel point est-ce qu'il n'y a pas eu un peu, je vais pas dire trop d'emballement, mais beaucoup d'emballement en 2022, un peu parce que c'était les nouveaux acteurs très jeunes, et j'avoue que même à l'époque, j'avais un peu ces limites de ok, c'est très cool, mais demi-terrain, la création de demi-terrain, le manque de shooting, etc. Mais non, mais pour ça, restons en 2025, pardon. Il y a un peu de 2 questions. Il y a son niveau et il y a la valeur qu'on a dans les faits avec l'utilisation, en fait. Et je te rejoins que, après, quand on le dit, il stagne, il y a une connotation très négative. On va dire qu'il est toujours au même niveau, qui est un très haut niveau. C'est juste qu'il a peut-être pas encore fait la dernière marche vers le dernier niveau de top 5, top 10 NBA. Mais c'est vrai qu'il y a un côté où il est toujours aussi fabuleux. Le premier pas explosif, pénétrer dans la raquette. Je trouve qu'il y a un truc hyper sous-estimé chez lui, c'est le passing. Et tu vois, je trouve que c'est un des mecs, un peu comme Edwards, mais un des mecs, les qualités athlétiques sont utilisées de manière extrêmement fonctionnelle. C'est pas juste je me balance un peu n'importe comment et puis voilà. Tu parles un peu de Westbrook il fonce dans le mur. Ja Morant, je trouve qu'il y a un côté détente verticale et même se contorsionner en l'air dans tous les sens. Et tu vois, et parfois il peut se faire enfermer. T'as genre son mec qui a coulissé, qui est à côté de lui. T'as un deuxième mec qui vient fermer l'angle au panier. En fait, il se balance en l'air, il se contorsionne dans tous les sens et il arrive à faire ressortir la balle de l'autre côté. Et je trouve que le passing est un peu sous-estimé. En termes de drive, c'est vrai, pour parler un peu de l'efficacité,
c'est la déception, c'est qu'il ne soit que à peu près au niveau moyen de NBA et qu'on n'ait pas cette plus-value d'efficacité en fait. Et le fait qu'il n'ait pas de shoot à 3 points ou de pull-up, c'est pas hyper grave si de l'autre côté tu es méga ultra giga élite en drive. En l'occurrence, sur les gros drivers cette saison, il est moyenne, tu vois, il est 25e sur 51 ou 52 gros drivers à plus de 10 par match. Et c'est vrai que c'est peut-être là où on l'attendrait, encore une fois, le step supérieur, ce serait de l'attendre top 10, top 5 driver de NBA avec peut-être plus d'efficacité au panier, plus de lancer franc, encore un peu plus, etc. Là, tu vois, il est au niveau de Cade. Cade aussi, qui a un profil un peu imparfait. Il est au niveau de LeBron, qui a 40 ans. Il est au niveau. Voilà, je pense qu'on pourrait le retrouver un peu plus haut. Je l'attends en tout cas, moi, au niveau de peut-être pas totalement HDA, parce qu'il a des outils de physique en plus, mais un peu catégorie tout en haut, quoi. Et je pense qu'il peut, mais il l'a pas encore fait. Et après, voilà, dans les faits, il y a ce côté, pour moi, où l'attaque sans écran avait ses intérêts, notamment en termes de spacing, la fameuse circle offense où tout le monde tourne dans le même sens pour un peu contrer les stuns, contrer les dézonages, contrer les défenses un peu proactives qui abandonnent les shooters. Bah, si les shooters commencent à tourner dans tous les sens, tu peux pas juste faire une aide et revenir, quoi. Tu te dis, mince, mon mec il est parti plus loin que ce que je pensais. Donc ça, c'est cool. Cela dit, on a quand même vu des limites, notamment en termes de spacing. Ça aurait été mieux d'avoir des bons shooters pour faire ça, et je trouve qu'il y a aussi un aspect où lui n'a pas eu tu vois, c'est bien de le mettre en isolation en se disant, avec le premier pas, il peut dépasser tout le monde. Oui, il peut dépasser son propre attaquant, mais que faire quand il y a un deuxième défenseur sur la main droite et un troisième défenseur sur la main gauche et que le mur se referme, en fait. Ouais, effectivement. Et bon, et puis de toute façon, là, au-delà des considérations tactiques, si t'as un joueur qui est ton franchise player, le joueur le plus payé, qui adhère pas au système, oui, tu peux bien faire ce que tu veux. Tu peux bien dire, c'est bien théoriquement. S'il adhère pas, il va faire la tête et ça va mal se finir. Et c'est ce qui s'est passé. Et dans les faits, en plus, il joue moins que d'habitude, à peine 30 minutes par match. Donc là encore, tu vois, je sais pas si on va aller vers le classement, faire des duels avec un tel ou un tel, mais voilà, une star qui joue pour tel usage, il joue 35 ou 30 minutes par match, c'est pas pareil, quoi, parce que c'est pas le même nombre de ballons, c'est pas la même valeur accumulée, voilà, toujours un peu ce critère-là. Mais oui, après la défense, c'est vrai qu'elle a toujours été un peu problématique, je trouve. Enfin, problématique. Un peu pas top. On peut le dire comme ça. Mais oui, je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Et le fait qu'on ait eu confirmation de l'intérim de Isao, qui est vraiment au Paris Basketball, était connu en plus pour les pick and roll, en fait. Donc je pense qu'il y a un peu de ça aussi là-dedans. Non seulement Jenkins a été viré, on peut se dire bon, fin de cycle. Non, il n'y a pas que Jenkins qui est viré, il y a aussi son assistant qui avait amené la nouvelle attaque, et Noah Laroche a été viré. Donc en fait, je pense qu'il y a un nouveau projet qui va s'ouvrir. Peut-être que l'an prochain, on aura beaucoup plus de pick and roll, plutôt que là, comme actuellement, où ils étaient bons derniers de NBA. Et comme tu dis, c'est un mec qui, tu lui donnes un bon écran, il peut totalement aller au panier plus facilement. Et c'est pas pareil d'affronter un big qui est en train de reculer en drop face à toi parce que pick and roll, ou d'affronter, je sais pas moi, Anthony Edwards qui est sur toi en premier rideau. Donc ça changerait pas mal de choses peut-être. Donc voilà, pas mal d'éléments qui malheureusement viennent un peu nuancer, je trouve, des qualités de base qui pourraient donner un résultat meilleur, mais qui dans les faits l'ont pas totalement été, quoi. Et pareil, quand tu donnes autant de ballons à Jaren Jackson pour créer, tu te retrouves avec Ja Morant off-ball. Bon, bah, là, c'est aussi une sous-utilisation de Ja Morant, quoi, quand il n'a pas la balle. Ouais, complètement. Ouais, c'est pas étonnant que ça ait fini comme ça ait fini. Bon, et puis au-delà de ça, il y a toutes les questions de leadership et tout, mais bon, on peut pas vraiment prendre en compte. Et puis, bon, il fait une série de playoffs où il se blesse. Et malgré tout, il y a ce côté systématique du manque de fiabilité, et une série de playoffs par ailleurs où son efficacité est assez catastrophique. Bon, après c'est la meilleure défense de l'histoire de l'humanité, certes. Mais ouais, non mais voilà, je suis d'accord. Ma classement alors, passons vers le classement. Où est-ce qu'on l'imagine? Quelle est un peu ta fourchette haute et ta fourchette basse dans ce classement pour Ja Morant? Je l'aurais mis c'est quoi le nom où tu te dis non, lui il peut pas aller par-dessus lui, c'est à peu près sûr, la fourchette haute? Sabonis, je dirais. En fourchette haute? Ouais. Mince. Oula, on va pas s'entendre. Ok, mais vraiment, la Sabonis. Très haute, hein. Je le mettrais plus bas que ça. Oui, j'ai compris. Mais moi, on a à peu près 10 places en dessous de ma fourchette basse, moi. Mais Attends, pourquoi toi, ta fourchette haute, c'est quoi? Moi, c'est Jaren Jackson. Je me le vois pas le mettre au-dessus de Jaren Jackson cette saison. Parce que la défense est quand même géniale chez Jackson. Plus l'attaque qui est pas aussi bonne. Mais voilà, quoi. C'est défense plus attaque.
Et non, fourchette basse, moi j'avais Cade en fait. Donc l'éventail était très réduit, tu vois. Il y a littéralement 3 places. Tu le mets si haut que ça? En fait, par rapport à James Harden, par rapport à Wagner, par rapport à Cade, c'est aussi des profils un peu imparfaits, quoi, en termes d'efficacité, en termes de playmaking. Ouais, je donne quand même beaucoup de valeur à ce profil-là, quoi. Mais j'ai l'impression que tu as envie un peu de pénaliser le côté mauvaise année, toi. Ouais. Ouais, mais alors, je suis trop sévère. Attends, en termes d'efficacité, Cade est pas un peu au-dessus. Il est vraiment très en dessous, Cade? Non, ils sont au même niveau. Ils sont tous à peu près au même niveau. Je crois que Cade doit être à -3, ou là où Ja Morant est à -2. Wagner est aussi à -3. Harden est à +1. Enfin, c'est à peu près tous des créateurs un peu au milieu au niveau de la moyenne NBA en termes de scoring. Et sur le playmaking, je pense que Harden est peut-être le meilleur de ceux-là. Mais la capacité de création de décalage et aussi de passing, pour moi, de Ja Morant est quand même assez géniale, quoi. Oh, oui, non, mais t'as pas tort. Ensuite, tous me paraissent quand même un peu meilleurs que lui, voire bien meilleurs défensivement. C'est pas faux non plus. C'est pas faux. Oui, c'est pas faux. Disons que une vraie version de Ja Morant, pour moi, elle est au-dessus de Cade. Assez facilement. Après, on peut pénaliser il a beaucoup moins joué. Dans les faits, il a moins joué. Alors, la défense aussi, mais il a joué 30 minutes. Là où de l'autre côté, Cade a été héliocentrique, etc. Et donc, si tu compares les productions, on peut argumenter que on peut peut-être le mettre derrière. Mais tu vois, moi dans ma logique au départ, je l'avais mis derrière Tyler Hero, qu'on a mis ah ouais. Combien? Ouais. En début de podcast, t'as dit ouais. Hero deuxième et tu vois, j'ai zappé, j'ai pas. Je trouve qu'Hero est plus efficace, il joue plus. Certes, c'est moins bon en playmaking, mais défensivement, ça se vaut à mon avis. En fait, quel serait l'argument pour mettre Morant devant Hero, le playmaking? Plus que le playmaking, la création de décalage en général, quoi. À quel point est-ce qu'il améliore l'attaque, mine de rien, quoi. Ouais, bien sûr, mais tu pourrais répondre que le volume à 3 points de Hero fait que il améliore l'attaque aussi d'une autre façon. Bon alors attends, on coupe la poire en deux. Et du coup ta fourchette basse, elle est où? Elle est jusqu'à où elle allait, ta fourchette basse? Elle va pas très loin en fait. Moi je le vois entre Jamal Murray. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Je te trouve hyper sévère, mais je suis peut-être trop de mon côté. Je suis peut-être trop. Alors attends, on coupe en deux. Hein. Si on le met au niveau de Wagner, du coup, en dessous de Cade, Harden, Wagner, et à côté de Butler, qui lui aussi joue pas des tonnes, n'a pas beaucoup de ballons. C'est pile au milieu de nos deux avis, du coup. Est-ce que ça te va, ce compromis? Ouais. Mais non, mais je comprends l'idée. Mais ok. Très bien. Restons-en là. Donc petit quiz pour terminer. Qui est sur le terrain? Au moment de ce dunk spectaculaire, Rafa, contre les Brooklyn Nets, il part en transition tout seul, scoré. Nous sommes le 13 décembre 2024. Qui est sur le terrain à ce moment-là? Alors Jackson. Il est pas sur le terrain, non. Cameron Johnson. Cam Johnson est là, oui, tout à fait. Oh là là. Alors déjà, citer 5 joueurs des Nets, déjà c'est compliqué, mais alors les 5 qui sont sur le terrain. Est-ce qu'il y a Scottie Pippen Jr. Côté... Non. C'est Ja Morant qui est sur le terrain. Desmond Bain. Exactement, oui. Jalen Wells. Et puis Jalen Wells, ouais, tout à fait. Zach Edey, peut-être. Il n'y a pas Zach Edey, il n'y a pas Jaren Jackson. Ce n'est pas Cazorla. Aldama. Mais c'est Aldama, c'est Santi Aldama, tout à fait. T'as vu comme j'ai dégainé sur l'indice. Il y a Cam Thomas, ou il est déjà blessé? Cam Thomas il est pas sur le terrain en tout cas. Et ils ont tout un tas de gars qui s'appellent tous pareil, là, que je confonds tous. On est le 13 décembre, on est avant la folie des transferts. Il y a Claxton, Cam Johnson. Est-ce qu'il y aurait Clooney? Non, pas Clooney, il y a quelqu'un qui va partir aux Lakers plus tard. Finney Smith. Exactement, Finney Smith. Et il y a le remplaçant de Jeff Teague. Le remplaçant de Jeff Teague, où ça? Le Rondo de la draft 2013. Dennis Schroeder. Ouais. Exactement, Dennis Schroeder. C'est vrai qu'il y avait cette comparaison avec Rondo. Avec oui, hein. Ouais. Donc Schroeder, Finney Smith, Claxton, Cam Johnson, tu vois, c'était pas si dur que ça. Ouais, non, ça va. En vrai, ça va. Et le dernier, effectivement, c'est un nom random. Je sais même pas trop comment te le faire deviner. Ils ont plein de noms random, là.
C'est un Johnson, mais est-ce que t'as le prénom? Lisée. Comment tu... Non, non, c'est pas Alizé Johnson. Ah, t'arrives 7 ans trop tard. Ouais, non, c'était Keon Johnson. Oui, un arrière un peu explosif là. Oui, voilà. Ouais. Keon Johnson, Finney Smith, Schroeder Claxton et Cam Johnson. Oui, c'est pas en si vrai, mal, t'as paniqué, hein. T'as paniqué parce que c'est pas si mal. Hein. C'est peut-être même le plus gros line-up de l'histoire des Nets 2025. Hein. C'est mieux que ceux des Sixers et des Hornets qu'on a eu. Ouais. Attends, mais il me manque un Grizzly. Ah oui, pardon, c'est vrai. Vas-y. Ouais, bah, je l'ai pas, mais Luke Kennard. Non, mais tu n'arrêtes pas de souffler tellement tu ne l'as pas. Ah, le barbu là. Exactement. C'est pas le Père Noël. JF. C'est JF, tout à fait, c'est JF. Donc voici qui est sur le terrain. Et donc, avançons, 5e et dernier joueur du jour, c'est Luka Doncic. 35 minutes par match, 50 matchs. On va en parler, bien entendu. 28 points par match à peine et moins de 8 assists par match également. C'est très très peu pour lui en tout cas. 34% d'usage. Là, je te dis les stats de moyenne en tout de toute la saison. Dallas et Lakers, plus 2% relatif à la moyenne en termes de scoring et d'efficacité au scoring individuel. Bon, bah pour te lancer, on a une saison qui est largement en dessous de ses standards entre blessures et échanges improbables. Ouais. Avec sans doute une petite méforme de début de saison, quoi. Il n'était pas dans une forme physique exceptionnelle, on va dire. Ouais. Donc oui, alors bon, il y en a beaucoup qui aimeraient être en méforme comme ça, hein, vu les stats, mais ouais, c'est un peu moins bien partout, finalement. Bon, ça aide pas d'être échangé à mi-saison. En plus, il se blesse, alors je me rappelle plus exactement quand, parce qu'il joue que 50 matchs, il se blesse. Le jour de Noël. Il joue contre les Wolves d'ailleurs, le jour de Noël. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. C'est à cause de toi d'ailleurs que tout ça est arrivé. Ouais, exactement. Et ouais, c'est en dessous de ses standards. Je suis pas sûr qu'il y ait des explications vraiment tactiques. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais enfin, peut-être que dans son arrivée aux Lakers où il doit s'adapter, et donc il y a un petit moment où il se met en retrait un peu quand il arrive. Mais sinon, à Dallas, c'est juste un peu de méforme, quoi. Enfin, méforme relative, hein. Mais ou moins de motivation, j'en sais rien. Mais il faisait un peu plus lent en début de saison qu'il l'est d'habitude, pas complètement fit. Bah surtout, il sortait d'une année à 34 points de moyenne par match. Il était en quasi triple-double, hein, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi il n'a pas eu le MVP en 2024, mais non, mais il était énorme volume et même efficacité. Tu vois, on était autour des plus 5, plus 6% relatif à la moyenne, donc c'était bien, quoi. C'est quand même très bien. Et là, avant la blessure, effectivement, on était à peine sur du plus 1%, plus 2%. Donc le début de saison était un peu compliqué sur le plan individuel. Cela dit, on a quand même affaire à un Dallas qui était toujours aussi élite, hein, en termes de résultats collectifs. L'attaque était très forte, surtout la défense était très forte. Donc en fait, on avait une attaque, je crois qu'on avait parlé dans les bilans, mais qui était genre le Dallas jusqu'à Noël, c'est top 3, top 4 net rating, différentiel attaque-défense. Et je pense qu'il y était aussi pour beaucoup. Donc voilà, malgré un peu son manque de forme, on va dire, tout est relatif, hein, évidemment. Et après, quand il arrive aux Lakers, c'est vrai que c'est... Bon, déjà, il y a la blessure qui a un peu traîné, qui a d'ailleurs causé pas mal de tort, apparemment, de friction entre son propre clan qui dit, bah non, il est parmi, et Dallas qui dit, bah non, il faut qu'il joue, alors qu'en fait, il était blessé. Et non seulement il y a un peu de temps à revenir de la blessure, mais en plus, en fait, tactiquement, il y avait tout pour lui à Dallas, parce que tout avait été construit pour lui, alors qu'aux Lakers, non, en fait, tu vois, il n'y a pas du tout de menace de verticalité. Enfin, il y avait avec Davis, mais du coup, il était parti dans le trade. Donc, il n'y a pas de menace de verticalité, qui est un peu l'outil tactique qu'il faut pour optimiser un Doncic. Cette menace de verticalité qui va plonger dans le dos d'un Rudy Gobert. Tiens, ça te rappelle les souvenirs, pour libérer des lignes de drive pour Doncic. En termes de shoot, c'était pas la folie non plus, cette équipe des Lakers. Et puis, il y avait aussi deux autres créateurs, que sont LeBron et que sont Austin Reeves. Et c'est vrai que moi, c'est un peu... Bon, c'est pas très grave, hein. C'est même un luxe d'en avoir plusieurs, mais dans les faits et dans le référentiel Doncic, moi, il y avait des séquences où tu te dis, mais en fait, pourquoi... qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi est-ce qu'il est off-ball et pourquoi est-ce qu'on donne autant de ballons à Austin Reeves ou à tel créateur ou à LeBron? Mais LeBron, même, à la limite, on peut se dire, bon, bah, LeBron, c'est quand même LeBron. Après, on était quand même sur un LeBron de 40 ans qui a été un peu plus irrégulier que d'habitude cette saison, je trouve aussi. Et
éliminons un peu les statuts, tu vois. Bon, c'est difficile, hein, mais si on élimine les statuts, je pense qu'il n'y a pas trop de photos qu'il aurait fallu donner plein de ballons à Doncic, mais ça a été un peu moins le cas. Donc tu vois, tu me parles un peu de est-ce qu'il y a des raisons tactiques ou pas. J'explique un peu comme ça l'aspect de il a eu un rôle beaucoup moins d'emprise sur le jeu aux Lakers qu'à Dallas, mais en même temps c'est un peu logique quand tu es à côté de LeBron également, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, d'ailleurs, ça s'est senti, je trouve, dans ce qui est un peu le signe chez lui qu'il prend les choses en main, c'est le pull-up à mi-distance, où là, il en a pris vraiment moins pendant une partie de la saison, et notamment aux Lakers, parce qu'il arrivait, il était moins souvent dans les spots qui sont les siens habituellement. Ouais, donc c'est presque une saison, c'est fou de dire ça vu les stats brutes, mais presque une saison à oublier, une saison de transition aussi, parce que entre la blessure et le trade, de toute façon, c'était quand même un contexte un peu compliqué. Puis, alors si, ce que je rajouterais aussi, c'est que même s'il a essayé, il s'est fait cibler en défense systématiquement pendant les playoffs, dans la série contre les Wolves. Playoffs, oui, ouais. Mais non, mais j'allais rajouter que pour moi, c'est le bon point, c'est la défense off-ball, qui en deuxième partie de saison était très bonne. Presque on l'a jamais vu à ce point actif en défense. Est-ce qu'il y avait un côté revanche, je ne sais pas, par rapport aux déclarations de Nico Harrison. Mais il y a un peu cette dualité de finalement il est très actif en régulière, deuxième partie d'année, les schémas en switch-all de Redick, et finalement tu arrives en playoff, et le fait de donner à ce point des match-ups facilement et des switches facilement fait que Edwards allait le chercher, et il pouvait le punir facilement, quoi. Et donc c'est un peu la série n'a pas été bonne, mais aussi parce qu'il était beaucoup plus impliqué on ball que off ball en fait. Ouais, effectivement. Bon, ensuite je trouve que malgré tout malgré tout ce qu'on dit, c'est un des meilleurs joueurs de la saison, même si c'est décevant, c'est décevant par rapport à des standards d'avant, donc tout est relatif, ouais. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord, mais juste pour dire aussi à quel point c'est une anomalie en termes de drive, par efficacité sur drive, enfin productivité sur drive, donc lay-up, mais aussi lancer franc, etc. 1,27 points par tir, c'est seulement le 7e meilleur de NBA. C'est l'anomalie de sa carrière. Je pense que dans 20 ans, on va se retourner, on dira, ah bah tiens, top 1, top 1, top 2, top 1, top 1, top 2, top 1. D'habitude, il se partage un peu avec quoique non, il a toujours été un peu au-dessus de Shai en plus, qui a toujours été premier à peu près. Et en fait, là, non, là, il est 7e de NBA, quoi. Donc, 7e sur 50 joueurs qui font plus de 10 drives par match. Hein, donc, c'est quand même encore élite. Hein, mais on n'est pas sur les standards habituels de. En fait, il est tout le temps premier. Donc, voilà. Shai a profité pour lui piquer la place cette saison. Mais au niveau du 3 points aussi, on l'a pas dit, il est en réussite de. Mince, pardon, j'avais noté. Alors, voilà, 38% au niveau des Lakers aussi, donc ça fait du bien. 36% à Dallas également. Donc, au final, plutôt une bonne saison au shoot, alors que. Tu vois, ça aussi, c'était un point d'interrogation en début de carrière de maman, s'il est pas top au niveau du shoot. Là, ça va. Le shoot est quand même pas mal, même si, tu vois, moi, j'ai toujours un peu ce côté, la sélection de tir est pas top. Mais par rapport au statut, par rapport au rôle, on parlait du fait qu'il y a LeBron, il y a Austin Reeves, il a pas tous les ballons comme dans son équipe. J'ai trouvé que ça a donné aussi des matchs un peu irréguliers par moment. C'est vrai. Des côtés où, tu vois, t'as un match, le match de toute fin de saison face à OKC, où il les fait rôtir des deux côtés, et merci, bonsoir, Chet, merci, bonsoir, Hartenstein. Et par contre, le match juste avant, pareil, contre un match, une bataille de switch contre les Warriors, et en fait, il est nul, quoi. Il met pas de panier. Mais en même temps, je veux bien aussi entendre ce côté où, finalement, quand il est habitué à avoir tous les ballons, à avoir son rythme, et que tu dois un peu plus partager, tu dois un peu plus faire les fameux systèmes de JJ Redick qui mettent 3 heures avec 3 options qu'on exécute comme si on était à l'école. Je comprends aussi qu'il n'y a pas forcément ce même truc de comme d'habitude, quoi. De j'ai tous les ballons, je prends mon rythme, je suis en forme. Donc peut-être que ça explique aussi certaines irrégularités, mais on verra. On verra. Saison compliquée, mais malgré tout, tout est relatif. Où est-ce qu'on l'imagine alors dans ce classement? Alors là, il est assez haut. Je le mets derrière Giannis. Oui. Et ensuite, pour moi, la question, c'est par rapport à Liberton. Mais je descendrai pas plus bas, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord que... Alors pour moi, Liberton-Brunson, c'est un peu le même tiers. T'as l'air de dire que pour toi, pas trop, c'est ça? Ouais, peut-être un billet des playoffs. Mais ouais, non, si, je pense pas que ça soit effectivement le même tiers. Non, mais je pense qu'on peut le mettre de manière assez confiante là, entre Giannis et Haliburton-Brunson.
Peut-être que comparé à d'habitude, il est un peu plus proche de ce groupe, Haliburton, Brunson, Booker, qui est aussi par là. Alors que d'habitude, il serait plutôt dans le chapeau 1 avec Jokic, SGA, Giannis. Mais sur la production un peu dans les faits, encore une fois, on ne juge pas le profil théorique du joueur ou la théorie. Mais sur la saison, je suis d'accord. Donc derrière Giannis, alors que peut-être qu'il aurait dû être devant dans une vraie saison ou qu'il sera devant en 2027, on verra. Où est-ce que sera Giannis également. Mais ok, mettons-le là très facilement. Et donc petit quiz pour finir. Bon, très simple, très simple. J'ai pas pris une action random cette fois-ci. J'ai pris son premier panier chez les Los Angeles Lakers. Premier panier, nous sommes le 11 février 2025. Il revient scorer son premier panier. Qui est sur le terrain à ce moment-là? Tu vois, c'est très classique. Bon, LeBron, Austin Reeves. Ouais. Hachimura. Oui. Finney-Smith. Pas Finney-Smith, non. Non. Le frère de Kylian. Et c'est pas Ethan. Jackson Hayes. Exactement, Jackson Hayes, ouais, tout à fait. Donc Hayes, Reeves, LeBron, Rui Hachimura et Doncic. Voilà, très classique. Et alors, de l'autre côté, qui est-ce qui est en face? Qui est sur le terrain pour le Utah Jazz? Ouais, ça c'est salaud. Tu penses pas que ça allait être aussi facile, Walker Kessler. Kessler est là, ouais, tout à fait. Bryce Savo. Non, quand même pas titulaire. Non, parfois il y a des montagnes. Et après, il y a des montagnes un peu plus petites, comment on les appelle? Des hills. En français, il y a des montagnes et après il y a des... Il y a des collines. Et donc? Ah oui, Colin Sexton. Non, pas Colin Sexton, non. Ah, John Collins. John Collins, tout à fait. Peut-être Isaiah Collier. Isaiah Collier. Exactement, très bon coup, Isaiah Collier. Keyonte George. Il n'y a pas Keyonte George, c'est un ancien Lakers d'ailleurs. Un ancien Lakers. Draft 2014, deuxième tour, mais qui fait sa place à côté de Kobe, à côté de D'Angelo Russell, à côté de Julius Randle, les belles heures des Lakers, là, tu vois, les jeunes Lakers mi-2010. Ah, mais si, c'est Jordan Clarkson. Exactement, Jordan Clarkson, ouais, tout à fait. L'année dernière où il pique le trophée à d'autres qui sont bien meilleurs, y compris au Jazz, en fait. Je pense que moi, je l'aurais donné à d'autres du Jazz, mais je sais pas pourquoi j'étais parti sur un profil d'arrière ailier un peu défensif et tout, et j'ai pas du tout pensé à Clarkson. Non, c'est Clarkson. Isaac Collier, Clarkson, Lauri Markkanen, John Collins et Walker Kessler. Donc voici qui est sur le terrain. C'est pas mal. C'est les titulaires. T'as de la chance, c'est les titulaires. C'est le premier panier. Heureusement, il l'a pas scoré au milieu du deuxième quart-temps. Mais donc je récapitule. Aujourd'hui, on a parlé de Luka Doncic qui a été inséré à la deuxième place entre Giannis et Haliburton. On a parlé aussi de Ja Morant qu'on a inséré au final au compromis entre Wagner, Butler, Harden autour de la 10e place, juste au-dessus de Tyler Hero qui est 2-3 places en dessous. Également Toumani Camara qui est plutôt autour de la 27e place à peu près entre Hachimura, Najee Marshall et puis tout en bas, le nouveau dernier du classement s'appelle Jabari Smith Jr. qui est bon 35e de ce classement. Bon, ben voilà pour cette belle cuvée. En tout cas, je te remercie, Rafa, d'être revenu sur le Basket Lab pour ce top 100. Bah, avec plaisir. Bon courage pour la suite, puis c'est des casse-têtes en permanence, ces classements-là. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour cette nouvelle cuvée et également avec des cas un peu compliqués. Ja Morant, saison un peu off. L'autre côté, Tyler Hero, saison un peu survitaminée. Donc en effet, le débat existe. Pour le coup, n'hésitez pas à venir en parler également dans la bonne humeur et dans la joie et tous ensemble. Voilà. J'en profite également pour vous dire que ça y est, les rétrospectives NBA 2025 sont terminées. Tout est dispo. Si ça vous intéresse, allez regarder notamment. J'ai mis les liens un peu partout, mais bref, peut-être je ferai un truc à part. Et donc on va se retrouver nous demain pour le 8e numéro des rétrospectives NBA 2025 avec demain une cuvée plutôt pas mal, même très bonne, puisque ce sera du Paul George, du Scottie Barnes, du Jason Tatum, du Harrison Barnes et du Rudy Gobert. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Rafa d'être passé sur Basket Lab et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.